en route vers la maison du riche marchand Faizoullah Kodjaïev. Au XIXe siècle, Kodjaïev, lui-même fils d'un riche négociant en laine de mouton Karakoul, avait des idées très progressistes. Il voulait renverser la puissance de l'émir et créer une république ouzbèque où le peuple pourrait profiter du progrès technique et social. Fondateur du jeune parti de Boukhara, il devint le premier président de la République ouzbèque après le départ du dernier émir de Boukhara. Mais il fut condamné à mort par Staline et exécuté en 1938, toute sa famille exilée en Sibérie, car il était plus dévoué à son pays qu'à l'URSS. Sa maison est devenue un musée après sa réhabilitation lors de l'indépendance ouzbèque. Après une entrée fleurie, nous traversons la cour des hommes, sèche et poussiéreuse. La cour des femmes est mieux restaurée. On y trouve 2 puits de plus de 10 mètres, toujours en eau. À gauche, les quartiers d'hiver et les cuisines. Au centre, les appartements d'apparat et la véranda. Pendant la période russe, ces peintures et décors ont été recouverts pour leur protection et celle de leurs propriétaires. Elles ont maintenant retrouvé toute leur fraîcheur. À droite, les quartiers d'été rafraîchis par un iwan en hauteur. L'été, la cuisine se fait dehors. En hiver, elle se fait en sous-sol dont on voit les entrées. Coup d'œil sur une chambre d'été avec son lit de repos et les collections du marchand ramenées de tout l'Orient. Dans le coin, le petit bureau avec son lutrin oriental et ses encriers occidentaux. Tous les décors sont en stuc sculpté peint ou en peinture murale. Petit coup d'œil par la fenêtre. La grande chambre d'hiver. Ici, les enfants des 2 sexes pouvaient rester avec les femmes jusqu'à l'âge de 7 ans. On y faisait des travaux de couture, on y buvait le thé, les lits de repos sont par terre. Quelques jouets aussi, privilège des enfants riches. Des hochets en bois ou en métal.
On y vivait dans un décor de bouquets de fleurs et de vases à la mode persane, symbolisant la bonne fortune. Encore un lutrin. Il y avait des Corans partout. Un rare berceau à balancelle qui n'existait que dans les maisons riches où on trouvait des nourrices. Et pour finir, le plafond traditionnel, mais ici aux poutres sculptées. La salle de réception. Les femmes y entraient par la porte voilée de bleu. Derrière cette fenêtre, en hauteur, la chambre du maître et de la maîtresse de maison. Et une copie de la dernière photo de Faizoullah Kodjaïev avec sa mère, sa femme, sa sœur et sa fille juste avant la déportation. Démonstration, les vêtements représentés ici sont des originaux taillés dans des tissus anciens. Ça, par terre. Et toute la vie, presque on peut dire, elle passait comme ça par terre, en buvant le thé, en parlant. Une autre position, c'est ça. Donc il y avait deux positions que les femmes prenaient. Jamais elles ne se mettaient en pose de lotus. C'était toujours la position des hommes. La femme restait fermée, la femme restait discrète. Avec des manches dorées et avec un col qui était toujours décoré des ruches, des dentelles pour être très très coquette. Ça c'est la chemise de dessous. Madame Desrues, elle est choisie à toucher aux anciens tissus du début du XXe siècle. Il y a de la place. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, représente 50% de la soie et 50% du coton. Ça. Vous pouvez voir que la robe, elle est très très large. Parce que les femmes passaient la plus grande partie de leur vie assises par terre. Et c'est ça qui pouvait leur permettre de s'asseoir tranquillement. Alors ça c'est par-dessus la robe, ici, les caletons. Au niveau de la taille, c'est bien serré pour montrer la belle ligne de la femme. Et la femme, elle était toujours comme ça. Elle ne pouvait pas baisser les bras. Le capio, là, mais vous êtes belle, c'est beau. Les couvre-chefs étaient aussi différents. Qui venaient se marier. Ce chapeau-là, pour cacher déjà des traces, était porté par des femmes qui avaient plus de 50 ans. Ah bah c'est ça qui et voilà, qui étaient déjà oui, les grandes maîtresses de la maison qui avaient déjà des petits-enfants. Et ces chapeaux-là étaient portés par les femmes, par les jeunes femmes qui avaient une trentaine d'années. Voilà. Également de la diadème. On ne le voit plus du coup le chapeau là, il est caché. Voilà ce que vous voyez ici. Et par-dessus, ce n'est pas tout. Puis après vous tournerez. On ne reconnaît plus, hein. Et bien, c'est normal. Votre mari va vous oublier. C'est normal que vous ne la reconnaissiez Il va vous laisser là. Elle est devenue ouzbek. C'est normal que vous ne la reconnaissiez plus parce que ce n'est plus notre chère Madame Desrues, mais c'est Fatima. Il portait des chemises blanches, des pantalons blancs, Mais ça vous va bien. qui étaient bien serrés à la taille. C'est les chaussettes qui sont bien. Alors voilà la robe intérieure par-dessus la chemise blanche. Qui s'appelle Belle Bague. Il y en avait 5 normalement, des hommes riches, des hommes nobles. Alors chapeau des Il hommes était nobles. également brodé de fils d'or ou de fils d'argent. Et les hommes, la vie des hommes sans turban, elle était impensable. Ici, on va faire un tout petit turban. Parce que normalement, les turbans étaient beaucoup plus grands. Pas énormes, mais beaucoup plus grands. Le tissu faisait 18 mètres de long. Qui tombe sur l'épaule. Donc, notre cher Abdullah, il va aller à la Avec
Voilà. C'est le couple Notre de cher l'année. Abdullah, il va à la mosquée et Fatima, venez chez moi. Venez par ici. Elle reste à la maison en train de faire le ménage, la cuisine. Et Avec maintenant, tout ça sur le Abdullah, tout content, il Ça revient change pas beaucoup. de la Mecque. Mais non, de la mais habillé mosquée. comme ça, c'est pas Ah, confortable. hein, et il franchement. s'approche de sa femme. Et puisque la nuit était douce et sereine, comme on dit toujours, il annonce pour que tous les domestiques... Alors, Mais Fatima, elle va pour aller avoir au le marché, doit mettre un tchador. Le voile tchatchvan qui est fait en crin de cheval. En crin de cheval, ça doit être bon. Oh là là. Oh là 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 là. Je voulais marcher comme ça. Mon Dieu, Ainsi que c'est le pas vêtement, vous possible. voyez bien que ça va juste jusqu'aux chevilles, ça ne traîne jamais par terre. Retournez-vous. Voilà, elle a Vous l'air voyez d'un sac, bien la que malheureuse. les manches, les fausses manches ici, parce qu'au départ, quand les tchadors étaient venus, c'était les vrais manteaux qu'elle portait, sont rattachés, ce que symbolise que c'est une femme mariée. Et quand ils vont au marché, ou n'importe où, Abdullah maintenant, Mais ça, c'est bien. Bah, il faut bien qu'il la tienne, parce que ça, elle va se perdre. Monsieur, notre cher Abdullah, comme l'homme, le maître de la famille, il reste toujours 3 pas devant. La femme reste 3 pas derrière. Vous ne faites Il un faut tout bien petit qu'il défilé le- et puis vous revenez ici. Voilà, la femme. Vous êtes bien tous les deux. La femme, elle grands suit pas. toujours. Ah, son c'est pas mari, 3 mais pas, hein, elle c'est n'appartient 6, jamais ça son va pas tchador, ça. par contre. Parce que si Ah, Mais qu'est-ce que c'est? alors ne perdez pas le tchador, c'est trop dangereux. Mais c'est pas vrai, ressemble à un sein. Voilà, voilà. Ça tient pas, ça tient pas. Ah, Fatima et Abdullah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voyez quelque chose? je suis née, moi, dans la famille aux autres traditions que je n'ai jamais vécues. Excusez-moi cette horreur. Mais je vais vous l'apprendre quand même. Figurez-vous que ce berceau, il était venu avec les Turcs. Déjà au 6e siècle après Jésus-Christ, c'était le berceau de nomades. On voit bien que ça se transporte bien pendant le déplacement. Ça peut s'accrocher bien au cheval ou ça peut s'accrocher bien au chameau. Pour les chasses de mauvais esprits, vous voyez bien, vous voyez ça, Contre le mauvais vous voyez esprit, bien qu'il oui. y a un trou dans lequel on glisse Ils n'ont pas de couche. le pot. Bah, ils sont attachés à un cheval et puis ils se Ensuite, promènent toute la journée. regardez bien, il y a un matelas qui est troué. Il y a des draps, bien sûr, par-dessus qui sont troués. Et pour évacuer l'urine, pour que l'enfant fasse pipi, il y a, c'est ça les couches de protection. Pour les C'est garçons raide. et pour les filles. Maintenant, comment ça marche? Pauvre gosse, on lui colle ça dans le Un zizi. enfant, pauvre gosse, Ah ouais, il est posé comme ça dans le berceau, ça c'est pour les matières. les fesses bien au-dessus de Du tout. trou. Oh, il faut bien viser. Vous voyez bien la couche de protection ou la pipe de protection si vous voulez, qui est placée entre les jambes, collée au sexe, comme ça, Et on l'attache. Oh et là on là. l'attache pour que l'enfant ne bouge pas. Ouais. Mais bien que ça. Ils n'attrapent pas des varices. Oh, Ça- Maman, restez Ah, tranquille. ouais. Hein. Puis les mains sont attachées également. accrochées. Oh là. C'est comme une Une momie. chenille. C'est une momie, le pauvre gosse. Voilà. Gourou d'enfant. Vive l'enfance. J'ai le rôle. Et encore ça tue. Des fois qu'il aurait pas assez Mais chaud. ce n'est pas oui. Il y a déjà un tchador. Il fallait mettre le tchador pour un enfant. À cause de la poussière, là, peut-être quand Ah, mais même. bien sûr, vent, Oui, parce que poussière, s'il était sur et un pour que cheval- ça soit nuit dedans. Parce que vous savez qu'il y a certains enfants qui s'endorment jamais quand il y a une moindre lumière. Et voilà. Une moindre Pauvre lumière, gosse, hein. il faut que les... Comment Ah, quand même, on peut on le nourrit bercer. les enfants pour ne pas sortir l'enfant du berceau, la mère se met de ce côté-là ou de ce côté-là et le sein est donné directement quand l'enfant est dans le berceau. La pauvre gosse. L'enfant Pauvre reste mère, ici, sa poitrine, elle doit traîner par terre. quasiment pendant toute la journée.
Mais c'était la conséquence, c'était le résultat. Alors, que l'enfant résultat, ne bouge ils pas. ont un crâne plat. On ne tourne pas la tête, Non. on ne forme pas le crâne. On n'est C'est pas pour bien ça quand que tu le mets ton crâne dessus le dos. reste Hein. Oh. Oui, là. j'ai vu ça. Et ils font pas la mort subite du nouveau-né. Voilà. Après avoir volé le sourire en or des Ouzbeks, coup d'œil sur les anciennes chambres des servantes. C'est plutôt pas mal et ça ne doit plus être comme ça maintenant. Des petites lampes de bronze 19e siècle, occidentales, un coran recouvert de cuir rouge travaillé, des horloges comtoises, des écritoires, et l'œil vert du crapaud au chapeau claque. Les toilettes avec le lave-main de métal ouvragé. Les lieux sont plus que sommaires comme partout. La cuisine en entresol avec tous ses ustensiles. Les équipements sont assez conséquents, mais il faut dire que dans ces maisons, il y avait beaucoup de monde. Toute la famille, parents et ancêtres, et aussi beaucoup de servants. Une vieille porte vermoulue et des volets finement travaillés. Nous nous dirigeons maintenant vers la nécropole de Tchor Bakr. Elle se trouve à quelques kilomètres à l'est de Boukhara, sur une route qui mène au Turkménistan, ce qui annonce évidemment des postes de contrôle. Le contraste entre la maison que nous venons de visiter et la réalité quotidienne est toujours frappant. Et au hasard de la route, les marchands de pain qui macèrent dans les vapeurs d'essence. Les lits de repos devant les façades des appartements sur la rue. Et la fameuse route barrée, on ne peut pas prendre directement et qui nous oblige à faire quelques kilomètres dans un sens pour les refaire dans l'autre sens et y retourner à travers des chicanes. Dans cette région poussent des vergers, principalement des jujubiers pour les fruits. L'huile de jojoba est produite et achetée au Turkménistan. On trouve aussi des champs de coton qui sont encore en petites pousses car c'est le début de la saison. Et on y élève les moutons et les chèvres Karakoul, on y travaille les peaux d'astrakhan. Le
complexe de Chor Bakr a été construit en 1560 en l'honneur des 4 frères Bakr, descendants directs du prophète, inhumés en 970 à cet endroit. L'entrée se fait par le corps de garde, porte massive datant du XVIe siècle. Et ce chemin débouche sur une place impressionnante. À gauche, des bâtiments annexes avec quelques tombes en terrasse. En face, les façades jumelles de la mosquée, sobres et sans décoration, et de la Kanaga à côté, avec son dôme bleu à l'arrière. Le mûrier géant, qui cache les cellules oujra d'une médersa et une mosquée d'été, et au nord, l'allée des tombeaux où les cheikhs et les khanes de la dynastie Jouibar ou Joybori ont voulu être ensevelis à l'ombre des tombeaux des 4 saints hommes. Ici, les pans pullulent, il y en a partout. Le bassin Kaouz est alimenté par la nappe phréatique. À travers un dédale de construction de briques, on arrive à la stèle de la mère des frères Bakr. Cette mince stèle est construite sur une crypte creuse où se trouvent les cercueils. Non loin, l'emplacement des tombes Joybori, à côté des cellules de Sad et Omid Bakr. Un joli pavement de briques. Et l'on arrive sur l'arrière de la mosquée d'Abdullah Khan. Au détour du chemin, les tombes Sagona de Sad et Omid Bakr, les plus anciennes. Elles sont ornées de majoliques et contiennent les corps qui sont situés au-dessus du sol à la mode du Khorezm. D'autres tombes, plus ordinaires celles-ci, où les corps sont normalement ensevelis dans le sol. Derrière le Kaouz, la Kanaga au dôme bleu et au minaret, la médersa et le minaret de la mosquée d'été. Au premier plan, des tombes encore derrière le petit mur qui date du XVIIe siècle. Petite promenade dans le calme de la nécropole désertée. Le soleil brillant, les cris des paons, le vent léger, rien n'est triste ici.
Le rose des briques, le vert de l'eau des bassins et le bleu des majoliques sont apaisants. Bouge pas. T'es beau comme un minaret. Je suis rentré, il faut enlever les godasses. Bien sûr. À l'intérieur de la mosquée, le décor réduit au strict minimum. Et depuis son porche, un coup d'œil sur l'esplanade, dans le sens opposé à l'entrée. En grimpant sur la terrasse des bâtiments annexes à gauche de l'entrée, on trouve des tombes de moindre importance, en terre, en matériaux moins nobles comme le bois ou même pas terminées. Et depuis cette coupole où je suis monté par l'escalier qu'on voit là, on a une vue imprenable sur toute l'esplanade. Panorama sur Chor Bakr, qui se détruit lentement dans l'indifférence la plus générale. En route maintenant vers le site de Bakaouddin Naqshbandi. C'est un lieu saint à l'origine de l'islam et le berceau du soufisme en Ouzbékistan. Premier coup d'œil sur la coupole de l'ancien couvent des derviches. Ici, les bâtiments ont été construits entre le XVIe et le XXe siècle. Toutes les restaurations sont postérieures à l'indépendance. On entre par la cour extérieure. Et par de superbes portes sculptées. Au bout de cette allée se trouve le gigantesque mazar qui contient la tombe du prophète, et on aperçoit la coupole du couvent des derviches. Voici la cour intérieure, avec ses mosquées d'été et leurs iwans qui entourent le tombeau noir du prophète ainsi que 20 tombes de pèlerins,
dont un modèle ici. La tombe du prophète où le matin les pèlerins viennent faire le tour 7 fois, chiffre sacré, pour obtenir la réalisation de leurs vœux. Naqshbandi prônait un mode de vie austère et enseignait des règles de conduite basées sur la modestie et la pureté spirituelle, d'où les ablutions rituelles avant les tours. Ici, la superstition se mêle à la religion sans hiatus. Sous les iwanes, les prières et les splendides plafonds peints par-dessus. Le bassin traditionnel et une tombe de pèlerins plus importante. L'énorme Kanaga, construite en 1544 par Abdul Aziz, avec son minaret, le portail aux colonnes de type Ispahan, et l'école coranique. La mosquée Muzaffar Khan, réservée aux hommes, ornée de délicates peintures ocre ou dorées. Je suis entrée par accident puisqu'il y a aussi une mosquée pour les femmes. Toutes ces peintures sont des restaurations récentes. À l'extérieur de la cour sacrée, le bassin où jaillit la source miraculeuse. Naqshbandi aurait fait jaillir cette source en frappant le sol de son bâton, lequel aurait fait également germer l'arbre qui gît maintenant, livré à la piété et au ravage des pèlerins. En face, le musée. Ablutions rituelles et multiples tours de l'arbre dont on essaie d'arracher des morceaux d'écorce en guise d'amulette.
On aperçoit au loin la Kanaga et son immense dôme, et le minaret qui penche terriblement. Ça n'est pas une illusion d'optique. Regardez l'inclinaison du minaret par rapport à la ligne des toits. Au fond, les jardins sauvages. Tout au fond du site, on a construit des vasques où l'on peut s'approvisionner en eau miraculeuse. Ici, autour du musée, les restaurations sont sommaires et il y a peu de visiteurs. Enfin, sur le côté du Mazar, la nécropole en forme de labyrinthe. La sortie est son joli décor de briques. Après une journée de visite, on fait l'inventaire des achats. Des enveloppes de coussins en mélange de coton et de soie qui s'appelle ici Adrassa, avec des broderies de soie et des couleurs organiques. Les motifs de piments sont traditionnels et zoroastriens. Les motifs de vases de fleurs porte-bonheur sont d'inspiration persane. Le hochet d'argent est destiné à Mathilde, qui naîtra le mois prochain. Avec sa tige fleurie et sa tête en forme de grenade remplie de billes de métal, il est supposé apporter chance et prospérité. Et nous voici ce soir de retour au caravansérail Nadir Divan Beghi pour un repas et un défilé de mode, traditionnel et moderne. Le repas, constitué des traditionnels petits plats, et la musique qui se prépare. Donc voilà l'orchestre qui accorde.
défilé de mode.
Au milieu du défilé, des spaghettis bolognaises. Et après la soirée, taxi bourricot. C'est la fin de la 3e journée à Bukhara. La cour de l'hôtel où se prépare le petit déjeuner. Il fait un temps délicieusement frais et le ciel est absolument bleu. Bleu comme celui des Majoliques en face. C'est un endroit vraiment très agréable. Dernière petite promenade avant le départ. Poïcalon dans la lumière du petit matin. Et le merveilleux ganche du minaret de la mort. Miri arabe sous toutes ses faces, et encore un lave-main en tôle martelée décoré. Et voilà d'où vient l'eau. Et elle rit, toute contente de se faire photographier. Le boucher qui taille à la hache et les chiffons pour protéger des mouches. Le marché aux meubles. Et le goût très oriental pour les dorures. À la sortie du marché, le dôme bleu de la coupole, et là, il parle à un sabir polono-russe. Ils se sont compris puisque derrière on arrive au Caouse désaffecté. Voilà ce que ça donne quand ça n'est pas rénové. Maison avec un étage en surplomb sur des poutres. Et Joseph qui rêve devant la vétusté des lieux. Une petite place fleurie. Et le joli muret au-dessus du vieux Caouse. La colonne Medjet, reste de la splendeur. Voilà où nous étions. L'intérieur avec les briques de terre et les constructions bâties sur des briques crues et des poutres contre l'humidité qui monte toujours du sol et de la nappe phréatique toute proche. La coupole au-dessus du marché aux meubles et encore une vieille ruelle avec les tuyaux de gaz qui courent à travers tout. Détail de la construction des murs.
et le minaret Calon qui veille sur les ruelles désaffectées. C'était le dernier tour d'adieu à Boukhara.